Moi, quand je vois des vidéos de McFly et Carlito avec le président de la République, ça me gêne. Je suis en mode, mais pourquoi tu fais ça en fait? Cité Battle, c'est une émission de radio sur Move. Et là, on l'a adapté, on l'a pimpé un peu en version vidéo avec un nouveau format. On a toujours la même idée qui est de débattre. On va s'emparer d'un sujet archi important et qui concerne les oubliés de cette élection présidentielle, à savoir nous, vous, nous les jeunes en fait. Parmi les témoignages et les attentes des jeunes, ce qui ressort le plus, c'est un mot un peu fourre-tout qui est le mot de précarité. Et c'est vrai qu'avec le Covid, avec les difficultés financières, avec la santé mentale qui se dégrade, quand on a moins de 30 ans aujourd'hui, on est un peu mis de côté du reste de la société. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sortent du système scolaire. Chaque année, je crois que ça 100 000 personnes sans solution derrière. Donc, à un moment donné, il faut agir à la racine pour essayer d'ouvrir les champs des possibles. Moi, quand j'étais jeune, on me demandait ce que je voulais faire. Je disais que je voulais être maçon. C'est un beau métier, maçon. C'est un beau métier, mais c'était mes ambitions parce que je me disais, il y a que ça qui est possible. À ça. Et il y avait que ça qui était possible pour moi. Je vais être très cash, mais je pense que vous allez être habitués maintenant. Les jeunes crèvent la dalle. Et je dis même pas ça en exagérant. C'est quelque chose qui a été encore plus exacerbé avec cette crise sanitaire. Moi, il y a un chiffre qui m'a fait halluciner quand je l'ai vu sortir dans les médias. C'est que 50% des bénéficiaires du Resto du Cœur sont des jeunes de moins de 25 ans. On a 18 ans, ma mère peut plus me loger. J'habite à 150 km de la fac. Je dois avoir un appartement. Mais tout ça n'est pas gratuit. Et je pense que les élus et surtout les hommes politiques d'aujourd'hui, ils nous entendent pas. On est là à crier à l'aide. On est juste oubliés. Est-ce qu'il y a une autre personne dans le public qui vit la même expérience qu'Ambra et qui galère avec les fins de mois notamment? La précarité, je l'ai toujours connue. Et malgré le fait que je sois salarié à ce jour, de mes 22 ans, malgré qu'on a un salaire qui est au SMIC, quand on arrive avec des charges qui sont minimum à 800 € le mois, que les aides sont compliquées à obtenir, que les démarches sont lentes, en même pas mi-mois, je n'ai déjà plus d'argent. Mais justement, la question de comment je fais, c'est la bonne question. Moussa. Moi, je suis frappé quand j'entends les témoignages. Qu'est-ce qu'on a fait en 30 ans pour arriver à une jeunesse qui n'arrive pas à boucler les fins de mois? On a l'impression en fait qu'aujourd'hui, la réponse pour les jeunes, d'où qu'ils viennent, c'est quand même surtout les associations, que ce soit des associations alimentaires, des associations sociales, de l'aide. Les politiques, ils ont aussi un rôle à jouer quand même là-dedans. Bien évidemment, ils ont un rôle à jouer, mais je pense qu'on est dans une époque où il ne faut plus attendre tout du politique. Aujourd'hui, le rôle des acteurs engagés, des associations, des structures comme les nôtres, c'est aussi de créer un rapport de force sur les sujets. Parce que quand vous êtes jeune tout seul, vous ne pouvez pas faire porter votre voix, personne ne vous écoute. Mais quand vous êtes organisé en collectif et que vous portez un sujet et que vous mettez la pression pour que ce sujet-là soit pris en considération, il y a les politiques qui font leur travail, mais il y a aussi les citoyens. On doit peser très fort pour faire en sorte d'inverser la tendance. Sabri, est-ce que toi, tu penses que voter peut faire changer les choses ou est-ce que tu as vraiment un sentiment de méfiance vis-à-vis des politiques? Moi, j'ai clairement un sentiment de méfiance. J'ai du mal à me dire que je vais voter pour une personne, peut-être pour tel ou tel programme, et j'ai pas confiance en ce qu'il va faire en fait pendant ces 5 ans. Je sais que la seule fois où j'ai voté, j'ai été grandement déçu. Et du coup, depuis, je me suis un peu plus orienté dans un processus où je me suis dit, je vais tout faire de moi-même. Mais donc, tu comptes plus du tout sur les politiques? Actuellement, pas du tout. J'ai regardé tous les programmes et je trouve qu'il n'y a rien qui va être très intéressant. Mais voilà, il y a ce problème de la confiance qui a été brisée. Et au bout d'un moment, faut la reconstruire, cette confiance. Tu dis ça parce que tu n'as pas lu le programme de Camélia encore. Arrête. Votez pour moi. Alors, il y a un truc un peu paradoxal, c'est que, on l'a vu, les préoccupations des moins de 30 ans, elles sont peu représentées par les politiques et dans les grands médias aussi. Mais en même temps, les jeunes, c'est une cible marketing en permanence. C'est une cible marketing pour les paris sportifs, pour l'industrie de la mode, pour l'industrie de la musique et toute l'industrie du divertissement, et aussi pour les candidats à la présidentielle. Et qui dit cible marketing dit forcément cliché. Ouais, à force de vouloir se la jouer proche de la jeunesse, proche des jeunes, en exagérant, en tirant un maximum les codes, en fait, c'est l'effet inverse qui se produit parce que c'est pas très naturel. Quand ils voient ce qu'ils se disent sur les réseaux sociaux, en fait, les jeunes, leur priorité, c'est pas forcément que leur président soit sur TikTok. Non, eux, ils veulent vraiment des actions concrètes. Dans un dernier sondage IFOP, on apprend que 83% des 18-30 ans estiment que le personnel politique n'est pas honnête et 68% jugent que les politiques ne comprennent que dalle à leurs enjeux. J'imagine que tout le monde ici a vu la vidéo de Macron chez McFly et Carlito. C'est un emblème d'une nouvelle forme de politique où il y a pas mal de responsables politiques qui vont chercher des influenceurs, des youtubeurs pour faire passer leur message. Comment vous analysez ça, vous? Moi, quand je vois des vidéos de McFly et Carlito avec le président de la République, ça me gêne. Je suis en mode, mais pourquoi tu fais ça en fait? Ça veut dire que pour venir me parler, il faut que tu aies avec des influenceurs. Enfin, ça me représente pas. C'est totalement discréditant. Enfin, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'écouter des sujets importants.
Enfin, c'est pas le cas. Moi, personnellement, des fois, je me retrouve dans des conférences, c'est avec des chercheurs, des choses comme ça. Et moi, je trouve ça pas normal que ce soit ce moyen-là utilisé pour parler aux jeunes. Quand on lit les programmes, je sais pas si vous les avez un peu lus, mais ils nous balancent un peu des phrases comme ça, genre je vais faire ça. Mais déjà, comment tu le fais? Pourquoi tu le fais? Enfin, tu parles aux gens qui vont t'élire. Donc, explique ce que tu veux faire, explique pourquoi. Enfin, moi, je trouve qu'il y a déjà très peu de candidats qui ont chiffré leur programme, expliqué pourquoi ils voulaient le faire. Enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu des mesures juste pour satisfaire leur électorat. Réal, toi, t'es blogueur, tu racontes à ta manière ce que c'est que la réalité des quartiers, tu nous en parlais aussi tout à l'heure. Aujourd'hui, je pense que je connais ta réponse, mais est-ce que tu trouves que la réalité des jeunes de quartier, elle est bien racontée? Moi, je pense que ceux qui doivent la raconter, c'est les jeunes des quartiers eux-mêmes. C'est pas une personne en fait qui vit à l'extérieur d'un quartier qui ne sait pas ce que c'est qu'un quartier populaire, qui ne sait pas ce que c'est de voir un bus qui ne passe plus dans le quartier parce qu'il y a eu quelques incidents, etc. Je pense que ça, il y a que ceux qui l'ont vécu qui peuvent le raconter. Floyd, toi, il me semble que tu souhaites même pas voter. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne me reconnais pas du tout dans le vote. Quand on regarde actuellement tous ceux qui participent, tous ceux qui veulent se faire lire, en fait, on ne voit qu'une seule chose, c'est l'appât du gain. C'est l'envie du pouvoir, l'envie de l'argent. Quand je les regarde, je me dis, mais comment vous voulez que je vote pour vous? Quand vous nous faites des belles promesses, vous parlez des jeunes, vous êtes élus, ce n'est que pour de votre élection que vous parlez des jeunes. Mais une fois que vous êtes élu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'action, il n'y a plus de parole. Je me fais l'avocat du diable. Imagine, tu fais l'exercice inverse. T'es un politique et tu te dis, t'es pas forcément issu ni d'un quartier populaire, ni d'un territoire rural, tu sais pas trop ce que c'est. Et en gros, tu dois parler à la jeunesse. Comment tu fais pour parler à la jeunesse sans cliché? Alors sincèrement, ta question n'est pas du tout difficile. Allez. Pourquoi? Puisque, d'accord, tu n'as pas grandi dans ce milieu. Mais moi, je peux dire, par exemple, je n'ai pas grandi dans les milieux aisés. Il suffit juste de poser la question, se rapprocher des concernés, de faire de vrais débats comme actuellement on le fait, pour ensuite prendre réellement conscience des demandes et de ce qu'on veut dans la vie. Linda, toi, tu es grave engagée sur la question de l'écologie. Est-ce que tu penses que c'est un mouvement qui est porté par les jeunes? Je suis dans une asso, dans ma faculté, qui a pour but d'un peu sensibiliser le public étudiant majoritairement à la cause écologique, en donnant un peu des tips, des livres, des ressources et tout. Parce que j'avais entendu tout à l'heure que on avait beaucoup d'informations, mais justement, face à toute cette information-là, il faut bien faire un petit tri. Et c'est vrai que c'est dur de s'y retrouver avec justement tout ça, quoi. On nous présente un avenir qui est quand même assez sombre, la guerre, mais aussi la famine, les épidémies, des ressources naturelles qui s'épuisent, les catastrophes climatiques, la planète qui brûle, des réfugiés climatiques, une guerre de l'eau à venir dans 30, 40 ans, même qui a déjà commencé. Est-ce que c'est possible, individuellement et collectivement, d'avoir de l'espoir encore? Aujourd'hui, il y a 5 millions de personnes qui vivent dans la précarité énergétique, il y a 20% des Français qui ont eu froid, il y a 10% des Français qui ne mangent pas à leur faim, et on l'a compris, les jeunes sont majoritaires là-dedans. Et en fait, le dérèglement climatique va augmenter tout ça. La précarité énergétique, la précarité financière, tout ça, ça va être affecté. Le truc, c'est qu'une fois qu'on a reçu ça, on peut se dire, du coup, on va être éco-anxieux et ça va être terrible et laisser l'écologie au bobo. Mais en fait, si on fait ça, c'est une défaite. Et ce qu'il faut absolument qu'on fasse, nous, c'est qu'on participe. Là, j'ai entendu, il y a des créateurs de podcasts, il y a des réalisateurs, il y a des producteurs de culture. Il faut qu'on se réinvente une culture pour réinventer notre quotidien, réinventer le voyage, réinventer la façon d'écrire, réinventer l'école. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire, clairement. Ambra? L'environnement, pour moi, c'est comme une histoire d'amour. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais dès que j'étais au collège, même en primaire, je faisais des post-it, des posters et je les mettais sur les arbres pour dire aux gens de ne pas jeter des choses par terre. Ça m'énervait. J'ai pas apporté quelque chose à la terre. J'ai pas planté beaucoup d'arbres. J'en ai planté 4. Et ça, je l'ai pas fait en France, malheureusement. Je l'ai fait en Roumanie, avec mon école. On était enseigné que chaque année, chaque classe devait planter un arbre. Et c'était magique. Enfin, on avait cette connexion à la terre. Cette connexion qu'en France, on l'a pas. Yonim, comment t'expliques, toi, que les politiques ne fassent pas de cette action climatique la priorité? Je pense que c'est des choses qui ne les concernent pas directement. On est tous là, je pense, à vivre cette vie-là, de faire attention justement sur les déchets, etc. Parce qu'on nous met justement cette pression et on ne la met pas assez suffisamment, je trouve, à ces politiques parce qu'en fait, ils ne l'ont pas. C'est des choses qu'ils ne vivent pas, tout simplement.
qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a les 50% des émissions mondiales, c'est 10% de la population. Autrement dit, pour le faire très radical, très simple, plus on est riche, plus on pollue. Et ça, c'est une corrélation qui est ultra forte. Et donc, si on commence à répondre aux problèmes écologiques, évidemment, ça, faut le prendre en compte. Et évidemment, c'est pas aux personnes qui sont au SMIC d'aller payer une taxe carbone de 50 € par plein d'essence. C'est pas possible, ça. Donc, moi, je pense qu'il faut être radical. Pourquoi ? Les plus vulnérables, donc en grande partie les jeunes, vont se prendre le dérèglement climatique en pleine gueule. Je suis désolé, mais il faut le dire. Vous allez avoir des canicules qui vont... les canicules comme celle de 2003, ça va arriver tous les 2 ans. Les inondations torrentielles, pareil. Et qui seront les personnes qui vivent sous les toits, qui vont cramer l'été et geler l'hiver ? Mais c'est les jeunes. Donc en fait, on a intérêt à ce qu'on soit radical, à ce qu'on soit radicaux, mais collectivement, et que le prix, par contre, à payer, il soit payé par les 10% les plus riches, quoi. Est-ce que vous pensez que le bonheur, est-ce que c'est possible aujourd'hui, en tant que jeune, de le chercher collectivement, ou alors est-ce qu'il faut le chercher individuellement ? Bon, il y a TikTok, Twitter, etc. On a quand même la chance de pouvoir faire partager notre quotidien à tout le monde. Et pour moi, on doit s'unir. Au début, vous aviez parlé de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Vous aviez pensé, je voudrais parler aussi de la lutte contre les LGBT-phobies. Pour moi, oui, en fait, on doit défendre nos individualités parce qu'on existe, hein, on est là. Est-ce que tu penses que les jeunes sont déter, en fait ? Est-ce qu'il y a une dynamique qui est vraiment propre aux jeunes, cette rage ? Mais clairement, mais on a faim comme jamais. Nous, on le voit dans le milieu associatif, des personnes qui donnent du temps, qui donnent de l'énergie, qui apportent leur savoir, leur expertise. On est une génération qui est quand même très, très mobilisée. Donc toi, tu crois à la recherche collective, en fait, du bonheur ? Oui, je crois à la recherche collective et surtout, malheureusement, à une organisation horizontale qui se ferait au niveau des citoyens parce que, en fait, on ne peut pas attendre qu'on nous donne, il faut qu'on aille le chercher, il faut qu'on aille le prendre, il faut qu'on s'organise. Moi, je partage le même avis. Je pense qu'on doit s'unir. Et en pensant même que certains politiques mal intentionnés préféreraient nous voir séparés dans le but de mieux exercer leurs mauvaises intentions. Donc je pense que ensemble on ira plus loin et moi je suis à fond pour le tous ensemble. Il faut remettre l'humain au cœur de la politique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens s'engagent. Et je pense qu'on a une jeunesse qui est multiculturelle, on a une jeunesse qui est formidable, qui a de l'énergie, qui a du talent, qui maîtrise les réseaux sociaux. On a un pays formidable, et ça, il faut le dire. Et moi, je suis extrêmement positif à ce qui se passe à l'avenir. Mais à un moment donné, si on attend tout du politique en attendant qu'il change nos vies, il n'y a rien qui peut se passer. On peut attendre encore une génération, ça sera encore une génération sacrifiée. Déjà, il y a les élections. Qu'on vote blanc, qu'on vote n'importe qui, c'est important qu'on puisse aller voter. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, ils vont voir que la jeunesse est mobilisée et il n'y a pas 30, 40, 50% d'abstention chez les jeunes. Et déjà, rien que là, on met la pression. Moi, je pense aussi que la proximité, c'est ce qu'il y a de plus fiable. Et puis surtout, mettre en avant, porter, soutenir des personnes qui sont animées, qui sont passionnées. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à réenchanter les choses et à rendre le milieu politique plus sensible et plus humain. J'insisterai sur quelque chose que j'ai déjà un peu évoqué, c'est qu'on est en grand manque en ce moment de récits culturels, d'imaginaire. On est bloqué dans des imaginaires qui nous figent dans certaines positions, certains idéaux de vie, certains, j'en sais rien, ça peut être le luxe, ça peut être les films, ça peut être, voilà. On est bloqué dans ces imaginaires. Il faut absolument qu'on utilise la diversité qui est représentée ici pour les réinventer, ces imaginaires. En conclusion, on va dire un truc très simple, c'est qu'il faut toujours faire confiance à la jeunesse parce qu'elle sait ce qu'elle fait.